Clara essuyait mécaniquement le plan de travail de sa cuisine pour la 3e fois ce matin. Ses gestes étaient devenus automatiques, précis, presque obsessionnels, depuis que Marguerite s'était installée chez eux. 4 mois déjà. 4 longs mois à entendre cette voix aigre critiquer chacun de ses mouvements. « Clara, ma chérie, tu nettoies mal. Il faut faire des cercles, pas des lignes droites. » La belle-mère de 58 ans était assise à la table, sirotant son thé du matin avec cette expression satisfaite qu'elle arborait chaque fois qu'elle corrigeait sa belle-fille. Marguerite avait cette façon particulière de prononcer « ma chérie » qui rendait le terme d'affection aussi tranchant qu'une lame. Clara serra les dents et continua son nettoyage. À 28 ans, elle dirigeait avec succès son cabinet d'architecture d'intérieur. Ses clients appréciaient sa créativité et son sens du détail. Pourtant, dans sa propre cuisine, elle se sentait comme une étudiante maladroite sous le regard perçant de Marguerite. « Maman a raison, Clara », murmura Thomas en entrant dans la cuisine, déjà habillé pour le travail. « Elle a plus d'expérience que nous. » Ces mots tombèrent comme une gifle. Thomas, son mari de 30 ans, l'homme qui l'avait soutenu dans tous ses projets, répétait maintenant les phrases de sa mère comme un perroquet bien dressé. Clara leva les yeux vers lui, cherchant une trace de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Mais Thomas évitait son regard, préférant embrasser sa mère sur le front avant de partir au bureau. « Bonne journée, maman. Repose-toi bien. » Le silence retomba sur la cuisine après son départ. Clara rangeait l'éponge quand la voix de Marguerite la fit sursauter. « Tu sais, Clara, quand j'avais ton âge, je savais déjà tenir une maison correctement. Ma mère m'avait bien éduquée. » Cette phrase contenait tout le venin habituel. L'insinuation que Clara était mal éduquée, que ses propres parents avaient échoué dans leur mission. Clara sentit ses joues s'enflammer, mais ne répondit pas. À quoi bon? Marguerite avait toujours le dernier mot. L'après-midi apporta un semblant de répit. Clara travaillait sur les plans d'un appartement parisien quand son téléphone sonna. Madame Durand, une cliente importante, annulait leur rendez-vous. « Je suis désolée, Clara, mais nous avons finalement choisi un autre architecte. Quelqu'un nous a dit que vous étiez, comment dire, pas très disponible en ce moment. » Quelqu'un. Clara raccrocha, le cœur serré. C'était le 3e contrat annulé ce mois-ci. Ses clients recevaient des appels anonymes remettant en question sa disponibilité, sa fiabilité. Elle commençait à comprendre d'où venaient ces coups de téléphone destructeurs. Le soir venu, Thomas rentra fatigué et distant. Ils dînèrent en silence. Marguerite monopolisant la conversation avec ses récits sur ses voisines, ses douleurs articulaires et ses conseils non sollicités sur la décoration de la maison. Cette couleur sur les murs me donne mal à la tête, Clara. Du beige serait plus reposant. Clara avait choisi cette teinte de bleu après des semaines de réflexion. Elle aimait cette couleur qui rappelait le ciel d'été. Mais depuis l'arrivée de Marguerite, tous ses choix étaient remis en question, critiqués, invalidés. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Clara fixait le plafond. À côté d'elle, Thomas dormait profondément, inconscient du chaos émotionnel qui rongeait sa femme. Elle repensait à leur première rencontre, à leur rire partagé, à leur projet d'avenir. Où était passé cet homme qui la regardait avec admiration? Marguerite avait installé ses affaires dans la chambre d'amis avec une efficacité déconcertante. Ses médicaments envahissaient la salle de bain, ses magazines traînaient partout, ses critiques résonnaient dans chaque pièce. La maison de Clara n'était plus la sienne. Demain serait un autre jour de bataille silencieuse. Une autre journée à marcher sur des œufs dans son propre foyer. Clara ferma les yeux, ignorant encore qu'elle touchait le fond d'un puits dont elle allait bientôt apprendre à sortir. Le samedi matin commença comme tous les autres. Clara préparait le petit déjeuner quand Marguerite descendit l'escalier d'un pas théâtralement lourd, une main pressée contre sa poitrine. « Mon cœur bat trop vite ce matin », gémit-elle en se laissant tomber sur une chaise. « Cette agitation constante dans la maison me fatigue énormément. » Clara leva les yeux de ses tartines. Quelle agitation! Elle marchait sur la pointe des pieds depuis des semaines pour ne pas déranger sa belle-mère. Elle avait même arrêté d'écouter de la musique et de recevoir ses amis. « Je ne comprends pas, Marguerite. La maison est silencieuse. » « Silencieuse ?» Marguerite porta la main à son front avec un soupir dramatique. « Tu bouges sans arrêt. Tu ouvres et fermes les placards. Tu fais du bruit avec tes papiers de travail. Mon médecin m'a dit d'éviter le stress. » Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, encore en pyjama,
Il observa la scène avec cette expression préoccupée qu'il adoptait dès que sa mère se plaignait de sa santé. « Qu'est-ce qui se passe, maman ? Ta femme perturbe ma tranquillité par sa présence constante. Je ne peux pas me reposer avec toute cette agitation. » Les mots frappèrent Clara comme une décharge électrique. Sa présence perturbait la tranquillité. Dans sa propre maison, elle sentit ses joues s'enflammer et ses mains trembler légèrement. « Thomas, je vis ici aussi. C'est normal que je... » « Clara, s'il te plaît, » l'interrompit Thomas d'une voix fatiguée. « Tu vois bien que maman ne va pas bien. » Marguerite se redressa légèrement, savourant visiblement l'effet de ses paroles. Ses yeux brillaient d'une satisfaction à peine dissimulée. Elle avait trouvé le point de rupture, et elle le savait. « Je crois qu'il faut que tu restes calme aujourd'hui, Clara. Pour ma santé. » « Rester calme ?» Clara se leva brusquement. « Mais je ne fais rien de mal. Je prépare le petit déjeuner, je range la maison, je travaille discrètement. »« Tu t'énerves, ça va empirer les choses, » dit Thomas en s'approchant. « Écoute, va dans notre chambre le temps que maman se détende. On va sortir déjeuner toutes les deux, comme ça tu pourras te reposer aussi. » Clara le fixa, incrédule. Il lui demandait de s'enfermer dans sa chambre comme une enfant punie, dans la maison qu'elle avait décorée avec amour, qu'elle payait avec ses économies. « Thomas, tu ne peux pas me demander ça. Juste pour quelques heures, Clara, pour que maman retrouve son calme. » Le ton de Thomas était ferme, presque froid. Clara chercha dans ses yeux une trace de l'homme qu'elle avait épousé, mais ne trouva qu'un fils obéissant et inflexible. Marguerite observait la scène depuis sa chaise, ses lèvres esquissant un sourire presque imperceptible. Elle avait gagné, et tout le monde le savait. « D'accord, » murmura Clara, la gorge serrée. Elle monta l'escalier, sentant leur regard dans son dos. Arrivée dans la chambre, elle entendit la clé tourner dans la serrure. Le déclic résonna comme un coup de tonnerre. Thomas l'avait enfermée dans sa propre chambre, dans sa propre maison. Clara s'assit au bord du lit, les jambes coupées. Par la fenêtre, elle voyait les voisins qui jardinaient tranquillement, ignorant le drame qui se jouait à quelques mètres d'eux. Monsieur Leclerc taillait sa haie, Madame Martin arrosait ses géraniums. La vie continuait normalement pour tout le monde, sauf pour elle. Elle entendit la porte d'entrée claquer, puis le moteur de la voiture de Thomas démarrer. Ils étaient partis déjeuner, la laissant prisonnière comme un animal en cage. Le silence de la maison l'enveloppa. Pour la première fois depuis des mois, Clara était seule. Et dans ce silence, quelque chose se brisa définitivement en elle. Mais paradoxalement, quelque chose d'autre naissait aussi. Une rage froide, déterminée, intelligente. Clara se leva et se dirigea vers la commode. Si Thomas et Marguerite pensèrent l'avoir brisée, ils allèrent découvrir à quel point ils se trompaient. Clara examina la serrure avec l'œil méticuleux d'une architecte. Une simple serrure à goupilles, probablement installée dans les années 90. Elle retira l'épingle de ses cheveux et la déplia soigneusement. Cette technique, elle l'avait apprise par curiosité pendant ses études, lors d'un cours sur la sécurité des bâtiments. Le mécanisme céda après quelques minutes de manipulation précise. Clara tourna lentement la poignée, retenant son souffle. La porte s'ouvrit sans bruit. Le silence de la maison l'accueillit comme un complice. Ses pas feutrés sur le parquet ne produisaient aucun son. Pour la première fois depuis des mois, Clara se déplaçait librement dans son propre foyer, sans craindre les critiques acides de Marguerite. Elle se dirigea d'abord vers sa chambre d'amis, devenue le royaume de sa belle-mère. L'odeur de talc et de médicaments flottait dans l'air. Les affaires de Marguerite étaient méticuleusement rangées, chaque objet à sa place avec une précision militaire. Clara cherchait ses documents de travail que Marguerite avait rangés la semaine précédente, prétextant faire le ménage. Elle ouvrit le premier tiroir de la commode ancienne. Des bijoux, des photos jaunies, des lettres soigneusement empilées. Le deuxième tiroir révéla des flacons de médicaments, tous soigneusement étiquetés. Clara fronça les sourcils en lisant les dates de péremption. Certains étaient expirés depuis plus de 2 ans, mais Marguerite continuait de s'en plaindre quotidiennement. Dans le troisième tiroir, sa main toucha une enveloppe froissée, coincée sous une pile de mouchoirs. Elle la sortit machinalement et reconnut le logo de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Un relevé de compte bancaire était glissé à l'intérieur. Clara déplia le document,
s'attendant à découvrir une retraite modeste. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant le montant. 1 280 € par mois. Mais ce n'était pas une retraite ordinaire. L'intitulé précisait clairement « Pension de réversion. Veuve Pierre Moreau ». Pierre Moreau, le mari de Marguerite, mort d'un infarctus il y a 11 ans, selon sa version officielle. Clara relut le document plusieurs fois, comme si les chiffres allaient changer. Intriguée, elle fouilla plus profondément. Au fond du tiroir, coincée entre 2 pulls en laine, elle découvrit une facture EDF récente. L'adresse la figea sur place. 12 rue des Oliviers, Nîmes. Et le nom du titulaire lui coupa le souffle. Pierre Moreau. Pierre Moreau était vivant. Pierre Moreau payait ses factures d'électricité. Pierre Moreau n'était jamais mort. Les mains de Clara se mirent à trembler légèrement. Elle photographia rapidement les documents avec son téléphone, ses années d'expérience professionnelle lui ayant appris l'importance des preuves tangibles. La réalité s'assemblait pièce par pièce dans son esprit d'architecte habitué aux plans complexes. Marguerite avait déclaré frauduleusement la mort de son mari pour toucher une pension de veuve. Depuis 9 ans, elle percevait illégalement plus de 1 000 € par mois des caisses de l'État français. Clara continua ses recherches avec une précision chirurgicale. Elle découvrit d'autres documents troublants. Des courriers de la mairie de Nîmes adressés à Pierre Moreau, une carte de fidélité d'un supermarché au même nom, même une contravention pour stationnement payé il y a 6 mois. Pierre Moreau vivait sa vie tranquillement dans le sud de la France, probablement inconscient que son ex-épouse touchait une pension de veuve en son nom. Tout s'éclairait maintenant. La panique de Marguerite quand Clara travaillait sur ses dossiers administratifs. Sa nervosité chaque fois que le facteur apportait du courrier officiel. Son insistance pour ranger elle-même ses affaires personnelles. Et surtout, sa détermination à éloigner Clara de la maison. Clara qui manipulait quotidiennement des documents officiels dans son travail d'architecte. Clara rassembla méthodiquement toutes les preuves. Elle les photographia sous tous les angles, créa des copies numériques, puis organisa les originaux sur le lit conjugal avec le soin d'une exposition de musée. Au centre, elle plaça le relevé de la CNAV. Autour, elle disposa la facture EDF, les courriers, la contravention. Chaque document racontait l'histoire d'un homme bien vivant et d'une femme qui s'enrichissait de sa mort fictive. Clara prit une feuille de papier et rédigea une note de sa plus belle écriture. « Thomas, voici pourquoi ta mère voulait m'éloigner. Elle avait peur que je découvre sa fraude. Pierre n'est jamais mort. Elle vole l'État français depuis 9 ans. Je pars. Clara. » Elle plia la note et la plaça bien en évidence sur l'oreiller de Thomas. Ensuite, Clara monta dans le grenier et descendit ses valises. Elle emballa méthodiquement ses affaires les plus importantes. Ses diplômes, ses outils de travail, ses vêtements préférés, les quelques bijoux hérités de sa mère. Chaque geste était calculé, précis, définitif. Avant de partir, Clara jeta un dernier regard à la chambre. Les documents étalés sur le lit ressemblaient à un puzzle enfin reconstitué. Thomas et Marguerite allaient rentrer de leur déjeuner et découvrir que leur victime s'était transformée en enquêtrice. Clara ferma la porte d'entrée derrière elle et marcha vers sa voiture, ses valises à la main. Elle ne se retourna pas. Cette maison appartenait désormais au passé. Quand Thomas et Marguerite pousseraient la porte de la chambre dans quelques heures, ils resteraient paralysés devant l'évidence étalée sous leurs yeux. Mais Clara ne serait plus là pour voir leur visage décomposé. Clara roula pendant 1 heure, avant de s'arrêter dans un café anonyme sur l'autoroute. Ses mains tremblaient encore légèrement quand elle composa le numéro de sa sœur Émilie. « Clara, qu'est-ce qui se passe? Ta voix... Émilie, je peux venir chez toi ?» J'ai quitté Thomas. Le silence au bout du fil dura quelques secondes, puis la voix chaleureuse de sa sœur la rassura immédiatement. « Bien sûr, tu sais que ma porte te sera toujours ouverte. Tu arrives quand ?» 3 heures plus tard, Clara était installée dans l'appartement lumineux d'Émilie à Lyon. Face à un thé fumant, elle raconta tout à sa sœur. Les humiliations quotidiennes, l'enfermement de ce matin, et surtout sa découverte explosive sur la fraude de Marguerite. Émilie l'écouta sans l'interrompre, ses yeux s'écarquillant progressivement. « Tu es certaine pour Pierre? Il est vraiment vivant ?» Les preuves sont irréfutables. Factures récentes, courriers officiels, même une contravention payée il y a 6 mois. Clara montra les photos prises avec son téléphone. Émilie examina chaque document avec attention. « Clara, tu réalises que c'est un crime grave ?
Marguerite risque la prison. Je sais. Mais maintenant, je comprends tout. Sa panique quand je travaillais sur mes dossiers, sa nervosité avec le courrier, son acharnement à me faire partir. Elle avait terreur que je découvre sa fraude. Le lundi matin, Clara prit rendez-vous avec Maître Dubois, un avocat spécialisé en droit de la famille recommandé par Émilie. Dans son bureau feutré, elle exposa la situation avec la précision d'un rapport d'expertise. L'avocat examina les documents photographiés avec une attention professionnelle. « Madame, ces éléments constituent des preuves solides de fraude aux prestations sociales. Votre belle-mère encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et Thomas, il finance les dépenses de sa mère depuis des années. S'il ignorait la fraude, il n'est pas complice. Mais s'il était au courant... » Maître Dubois marqua une pause. Nous devrons établir ce qu'il savait exactement. Clara demanda à l'avocat de faire vérifier discrètement l'identité de Pierre Moreau. Le résultat arriva 2 jours plus tard. Pierre Moreau, né le 15 juin 1958, résidant au 12 rue des Oliviers à Nîmes, vivait paisiblement avec une compagne depuis 8 ans. Il dirigeait un petit commerce de bricolage et ignorait totalement que son ex-épouse le déclarait mort depuis 9 ans. Votre belle-mère a commencé cette fraude 2 ans après le départ de son mari, précisa l'avocat. Elle a d'abord attendu, puis a visiblement décidé de transformer son abandon en source de revenus. Clara comprenait maintenant la psychologie tordue de Marguerite. Abandonnée par son mari, humiliée socialement, elle avait choisi de transformer cette humiliation en profit. Et quand Thomas avait rencontré Clara, Marguerite avait vu une menace potentielle à son secret. Pendant ce temps, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Thomas l'appelait sans relâche, laissant des messages de plus en plus désespérés. « Clara, reviens s'il te plaît. Maman est malade d'inquiétude. On peut discuter, tout arranger. » Puis les messages devinrent plus pressants. « Tu détruis notre famille, Clara. Maman fait des crises d'angoisse à cause de toi. Elle dit que tu l'accuses de choses horribles. » Clara n'écoutait ces messages qu'à moitié. Elle était trop occupée à reconstruire sa vie professionnelle. Sa première démarche fut de contacter ses anciens clients pour expliquer sa nouvelle disponibilité. Certains acceptèrent de lui redonner une chance. Puis elle découvrit l'annonce dans Le Figaro. Un café historique cherchait un architecte d'intérieur pour une rénovation complète. L'établissement, situé dans le 6e arrondissement de Lyon, portait le nom évocateur de « Café des artistes » et appartenait à un certain Julien Moreau. Clara sourit en lisant le nom de famille. Décidément, les Moreau marquaient cette période de sa vie. Elle appela immédiatement pour prendre rendez-vous. La voix masculine au téléphone était chaleureuse, professionnelle, sans condescendance. Déjà un changement rafraîchissant. « Venez quand vous voulez, mademoiselle. Je suis sur place tous les jours. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne l'âme de ce lieu. » Clara raccrocha avec un sourire. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentait de l'excitation professionnelle. Demain, elle rencontrerait ce Julien et découvrirait peut-être le projet qui marquerait sa renaissance. Mais avant cela, elle devait prendre une décision cruciale concernant Marguerite. Dénoncer la fraude ou laisser Thomas gérer cette bombe à retardement, la justice ou la clémence. Clara avait jusqu'au lendemain pour choisir. Le café des artistes se dressait au coin de la rue Mercière, ses façades en pierre blonde témoignant de 2 siècles d'histoire lyonnaise. Clara poussa la porte vitrée et fut immédiatement saisie par l'atmosphère unique du lieu. Les murs étaient tapissés d'œuvres d'artistes locaux. Les tables en bois massif portèrent les traces de milliers de conversations passionnées, et la lumière dorée filtrait à travers de grandes verrières art déco. Malgré son charme indéniable, l'endroit montrait des signes de fatigue. Peintures écaillées, parquets usés, installations électriques vieillissantes. « Vous devez être Clara ?» Elle se retourna vers un homme d'une 30aine d'années, aux mains marquées par le travail manuel. Julien Moreau avait ce regard direct et bienveillant qu'elle n'avait plus l'habitude de croiser. Aucune condescendance, aucun jugement. Juste une curiosité professionnelle sincère. « J'aimerais redonner vie à ce lieu sans trahir son histoire », expliqua-t-il, en lui faisant visiter les espaces. « Ce café existe depuis 1923. Mon grand-père l'a racheté dans les années 60, mon père l'a modernisé dans les années 90. Aujourd'hui, c'est mon tour. » Clara observait chaque détail avec son œil d'architecte. Elle voyait déjà les possibilités. Conserver les éléments patrimoniaux tout en créant une fonctionnalité moderne, jouer avec la lumière naturelle,
Optimiser l'espace sans perdre l'intimité du lieu. « Quel est votre budget ?» demanda-t-elle directement. « 80 000 €. Je sais que ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant si on fait les bons choix, » l'interrompit Clara avec assurance. Pour la première fois depuis des mois, elle parlait avec autorité de son domaine d'expertise. Aucune voix ne venait critiquer ses idées. Aucun regard ne remettait en question sa compétence. Cette sensation de liberté professionnelle était enivrante. Julien l'écouta exposer ses premières idées avec une attention respectueuse. Il posait des questions pertinentes, proposait des suggestions constructives. Clara sentait son enthousiasme créatif renaître à chaque échange. « Vous parlez de ce café comme s'il était vivant », remarqua-t-elle. « Parce qu'il l'est. Chaque rayure sur ces tables raconte une histoire. J'ai grandi ici, j'ai vu des couples se rencontrer, des artistes exposer leurs premières œuvres, des écrivains griffonner leurs manuscrits. Cette passion authentique touchait Clara. Julien ne cherchait pas à impressionner ou à dominer. Il partageait simplement son amour pour un lieu chargé d'émotions. Pendant qu'ils discutaient, le téléphone de Clara vibra. Encore Thomas. Elle coupa la sonnerie sans décrocher. « Problème ?» demanda Julien avec discrétion. « Rien d'important », répondit-elle en rangeant son téléphone. Les jours suivants, Clara plongea corps et âme dans le projet. Elle passa des heures à mesurer, dessiner, calculer. Chaque plan était pensé pour respecter l'âme du lieu, tout en répondant aux exigences modernes de sécurité et de confort. Elle proposa de restaurer les verrières art déco, de poncer et traiter le parquet d'origine, de créer un éclairage indirect qui mettrait en valeur les œuvres exposées. Pour économiser le budget, elle suggéra de récupérer certains matériaux anciens et de faire appel à des artisans locaux plutôt qu'à de grandes entreprises. Julien approuvait chacune de ces propositions avec un enthousiasme grandissant. Leur collaboration était fluide, naturelle, basée sur un respect mutuel évident. « Vous savez, » lui dit-il un soir alors qu'ils finalisèrent les plans, « vous avez exactement cerné ce que je voulais, sans que j'aie eu besoin de l'expliquer. C'est mon travail, » répondit Clara simplement. « Non, c'est plus que ça. C'est un don. » Ces mots simples réchauffèrent le cœur de Clara. Depuis quand n'avait-elle pas reçu un compliment authentique sur son travail? Depuis quand ses idées n'étaient-elles pas systématiquement critiquées ou minimisées? Le contraste avec sa vie passée était saisissant. Ici, personne ne remettait en question ses compétences. Julien lui faisait confiance, valorisait ses suggestions, respectait son expertise. Cette reconnaissance professionnelle agissait comme un baume sur ses blessures récentes. Pourtant, Thomas continuait de l'appeler quotidiennement. Ses messages évoluaient, passant de la supplication à l'énervement. « Clara, tu ne peux pas disparaître comme ça. Maman est hospitalisée à cause du stress. Tu dois revenir, on doit parler. » Clara effaçait ses messages sans les écouter entièrement. Elle avait autre chose à faire que de gérer les manipulations de Marguerite, même à distance. Son nouveau projet l'énergisait, lui redonnait confiance en ses capacités. Pour la première fois depuis des mois, elle se couchait fatiguée mais satisfaite, l'esprit plein d'idées créatives plutôt que rongé par l'angoisse. La renaissance de Clara passait par cette renaissance professionnelle, et quelque part, elle pressentait que Julien jouerait un rôle plus important qu'elle ne l'imaginait dans cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant elle. Clara fixa le message de Thomas qui venait d'arriver. « Je viens à Lyon demain. On doit parler absolument. Café de la Paix, 14 h. S'il te plaît, Clara. » Elle hésita un moment, puis répondit simplement « D'accord. » Le lendemain, Clara arriva au café avec 10 minutes de retard volontaire. Thomas était déjà installé à une table d'angle, les traits tirés, les cheveux en désordre. Il avait vieilli de 10 ans en une semaine. « Clara, » commença-t-il en se levant. « Assieds-toi, Thomas. » Sa voix était calme, contrôlée. Thomas obéit, déstabilisé par cette nouvelle assurance qu'il ne lui connaissait pas. « Tu as reçu mon message sur l'hospitalisation de maman ? » ?»« Oui, et je suppose qu'elle fait du chantage à l'angoisse comme d'habitude. » Thomas sursauta. Clara n'avait jamais parlé de sa mère avec cette lucidité brutale. « Clara, elle va vraiment mal. Depuis que tu es partie avec ces accusations... » « Ces preuves, Thomas. Pas des accusations. » Clara sortit son téléphone et posa les photos des documents sur la table entre eux. Thomas regarda les images sans les toucher, comme si elles allaient le brûler. « Je sais que Pierre est vivant.
dit-elle simplement. Les épaules de Thomas s'affaissèrent complètement. Il ferma les yeux et resta silencieux pendant de longues secondes. « Depuis quand tu le sais ?» demanda-t-elle. « 4 ans, murmura-t-il sans la regarder. J'ai découvert par hasard une lettre de la mairie de Nîmes. J'ai confronté maman, elle a tout avoué. Et tu n'as rien dit. Elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas vivre avec sa petite retraite, que papa l'avait abandonnée sans rien. Elle avait peur de finir à la rue. Alors tu as financé ses mensonges. » Thomas leva enfin les yeux vers elle. Ils étaient remplis de larmes contenues. Elle m'a dit que si la fraude était découverte, j'irais en prison comme complice, que je perdrais mon travail, notre maison, tout. J'ai eu peur, Clara. J'ai eu peur de tout perdre. Clara observa cet homme qu'elle avait aimé. Elle voyait maintenant la faiblesse profonde qui l'habitait, cette terreur de l'abandon maternel qui le paralysait depuis l'enfance. « Tu as préféré me perdre moi ?»« Non, je pensais que ça s'arrangerait, que maman finirait par repartir chez elle. En attendant, tu m'as enfermée dans ma propre chambre. » Thomas baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Elle disait que tu fouillais partout, que tu posais trop de questions sur ses papiers. Elle avait peur que tu découvres. Alors vous avez décidé de m'humilier pour me faire taire. Ce n'était pas le but. Si, Thomas, c'était exactement le but. Clara se leva, laissant Thomas prostré sur sa chaise. Je ne reviendrai pas. Mon avocat prendra contact avec toi pour le divorce. Clara, attends. Et si on dénonçait ensemble? Si on avouait tout? On pourrait repartir sur de nouvelles bases. Elle se retourna vers lui. Pour la première fois depuis des années, Clara le regarda vraiment. Elle vit un homme faible, manipulé, incapable de protéger sa femme contre sa propre mère. Elle vit aussi les années de soumission qu'elle avait acceptées, les compromissions qu'elle avait faites, la femme forte qu'elle avait oublié d'être. Il n'y a plus de nous, Thomas. Il n'y en a plus depuis le jour où tu as choisi de m'enfermer plutôt que de protéger notre couple. Maman va mourir en prison. Ta mère a fait ses choix, toi aussi. Maintenant, je fais les miens. Clara quitta le café sans se retourner. Dehors, elle respira l'air frais de Lyon et sentit un poids immense quitter ses épaules. La confrontation qu'elle redoutait était terminée. Thomas avait avoué sa complicité, confirmé les manipulations de Marguerite, révélé sa propre lâcheté. Mais surtout, Clara avait découvert qu'elle n'éprouvait plus ni colère ni amour pour cet homme. Juste une immense lassitude et un soulagement profond. En marchant vers sa voiture, elle pensa à Julien qui l'attendait au café pour finaliser les commandes de matériaux. Elle pensa à ce projet qui la passionnait, à cette nouvelle vie qu'elle construisait pierre par pierre. Pour la première fois depuis des années, Clara se sentait libre. Vraiment libre. Clara poussa la porte du café des artistes avec 2 heures de retard. Julien leva les yeux de ses factures, remarquant immédiatement sa pâleur inhabituelle. « Ça va ?» demanda-t-il simplement. « J'ai vu mon mari. Ex-mari plutôt. » Elle s'assit lourdement sur une chaise, encore sonnée par les révélations de Thomas. Julien n'insista pas, respectant son besoin de silence. Cette délicatesse contrastait cruellement avec l'insensibilité dont elle avait l'habitude. Les jours suivants, Clara se jeta dans le projet de rénovation avec une énergie presque fébrile. Elle contactait les artisans, négociait les prix, coordonnait les livraisons. Le travail l'aidait à ne pas penser aux choix difficiles qui l'attendaient. Un matin, en fouillant dans ses anciennes affaires, elle découvrit des documents qui changèrent tout. Des papiers de Thomas qu'elle avait emportés par erreur révélaient l'ampleur des dégâts causés par Marguerite. Des relevés bancaires montraient que Thomas avait vidé leur compte épargne commun pour financer les besoins de sa mère. Plus troublante encore, Clara trouva des courriers de l'université où Thomas suivait une formation continue. Le doyen confirmait l'annulation de son inscription, officiellement pour raisons familiales urgentes. Marguerite n'avait pas seulement détruit la vie de Clara, elle avait aussi sabordé l'avenir professionnel de son propre fils, l'empêchant de progresser dans sa carrière pour le maintenir dans la dépendance financière. Clara découvrit également une lettre froissée, datée de 3 ans, signée d'une certaine Sophie Lamont. Les mots la glacèrent. « Thomas, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ta mère me traite comme une étrangère depuis qu'elle habite chez nous. Tu ne me défends jamais. Je ne peux plus vivre dans cette atmosphère. Je pars. Sophie. » Sophie, l'ex-copine de Thomas qu'il évoquait parfois avec nostalgie.
Clara comprenait maintenant pourquoi cette relation avait échoué. Marguerite avait déjà appliqué sa méthode destructrice avec succès. Cette découverte bouleversa Clara. Elle n'était pas la première victime de Marguerite, juste la plus récente dans une longue série de manipulations familiales. Le lendemain, son téléphone sonna. Thomas, encore. « Clara, il faut qu'on se revoie. Maman sort de l'hôpital demain. Elle veut te parler. » « Pour me manipuler encore ? » ?»« Non, pour s'excuser. Elle regrette vraiment. Elle dit qu'elle va arrêter la pension. Qu'elle va tout rembourser. » Clara faillit raccrocher, puis se ravisa. Une idée germa dans son esprit. « D'accord, mais chez moi, chez Émilie. Et tu viens seule d'abord. » Le surlendemain, Thomas sonna chez Émilie. Il avait l'air hagard, vieilli, comme un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines. « Maman veut vraiment arranger les choses, » commença-t-il. « Thomas, j'ai trouvé des papiers chez nous. Tu savais pour Sophie ?» Il pâlit instantanément. « Sophie, qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara lui tendit la lettre. Thomas la lut en silence, ses mains tremblant légèrement. « J'avais oublié. Maman disait que Sophie était instable, qu'elle inventait des problèmes. Ta mère a détruit ta relation avec Sophie exactement comme elle a détruit la nôtre. Et elle t'a empêché de finir ta formation à l'université. » Thomas s'effondra dans le canapé d'Émilie, la tête entre les mains. « Mon Dieu, Clara, qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Ce qu'elle fait depuis ton enfance, probablement. Te contrôler par la culpabilité et la peur. Mais maintenant, si on la dénonce, elle va vraiment finir en prison. Elle a 68 ans, Clara. Cette histoire pourrait la tuer. » Clara observa Thomas. Pour la première fois, elle voyait en lui une victime plutôt qu'un complice. Marguerite avait détruit systématiquement toutes ses relations amoureuses, saboté son évolution professionnelle, maintenu sa dépendance émotionnelle et financière. « Thomas, combien d'autres femmes ta mère va-t-elle détruire si on ne l'arrête pas ?»« Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. » Clara se leva et marcha vers la fenêtre. Lyon s'étendait devant elle, ville d'opportunités où elle reconstruisait sa vie. Elle pensait à Julien, à leurs projets communs, à cette liberté retrouvée. Mais elle pensait aussi aux autres Sophie, aux autres Clara qui croiseraient peut-être le chemin de Marguerite. Cette femme était un prédateur émotionnel qui ne s'arrêterait jamais d'elle-même. « Tu as 24 heures pour convaincre ta mère de se dénoncer volontairement à la Kenave, » dit-elle finalement. « Sinon je porte plainte. » « Clara, c'est ma décision finale, Thomas. Justice ou clémence, mais plus jamais de silence. » Thomas partit sans ajouter un mot. Clara savait qu'elle venait de tracer une ligne définitive dans le sable. Dans 24 heures, elle saurait si Marguerite avait encore une once d'humanité ou si la justice devrait suivre son cours inexorable. 23h50 après l'ultimatum, Thomas n'avait toujours pas appelé. Clara vérifiait l'heure sur son téléphone quand la sonnette d'Émilie retentit. Elle ouvrit la porte et se figea. Thomas se tenait sur le palier, accompagné de Marguerite. Sa belle-mère avait maigri, ses cheveux étaient défaits, mais ses yeux conservaient cette lueur calculatrice que Clara connaissait bien. « Bonjour Clara », dit Marguerite d'une voix faussement fragile. « Thomas m'a expliqué tes préoccupations. Je pense qu'on peut discuter entre femmes raisonnables. » Clara ne bougea pas du seuil. Cette femme qui l'avait humiliée pendant des mois n'entrerait plus jamais dans son espace de vie. « J'écoute. Tu sais, ma chérie, cette histoire de pension, c'est un malentendu. Les papiers administratifs sont si compliqués de nos jours. » Le terme « ma chérie », prononcé avec ce même mépris déguisé, fit monter la colère de Clara. Mais cette fois, elle la contrôla parfaitement. « Marguerite, Pierre vit à Nîmes. Il paye ses factures, ses contraventions. Vous touchez une pension de veuve depuis 9 ans. Il n'y a aucun malentendu. » Le masque de fragilité de Marguerite glissa légèrement. « Pierre m'a abandonné sans rien. J'avais le droit de... » « Vous n'aviez le droit de rien. Vous avez volé l'État français. »« Volé ?» Marguerite se redressa, retrouvant instantanément sa superbe. « J'ai élevé Thomas seul pendant des années. Cet argent, je l'ai mérité. En mentant sur la mort de votre mari. Pierre était mort pour moi. Il m'avait abandonné, humilié devant tout le quartier. » La vraie Marguerite apparaissait enfin. Plus de comédie, plus de fragilité feinte. Clara découvrait une femme amère, vindicative, persuadée que le monde lui devait tout.
Alors vous avez décidé de détruire la vie de toutes les femmes qui approchèrent Thomas? Je protégeais mon fils. Ces femmes n'étaient pas assez bien pour lui. Sophie n'était pas assez bien, moi non plus. Toi? Marguerite eut un rire mauvais. Tu fouillais partout, tu posais trop de questions. Tu allais tout découvrir et détruire notre équilibre. Votre équilibre basé sur la fraude et la manipulation. Manipulation? Marguerite fit un pas vers Clara, les yeux étincelants de rage. J'ai sauvé Thomas de femmes comme toi, des ambitieuses qui voulaient l'éloigner de sa famille. Thomas, resté silencieux jusque-là, pâlit en entendant sa mère. Maman, arrête. Tais-toi, Thomas. Cette femme veut me faire arrêter, me jeter en prison. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Clara observait cette femme qui se démasquait complètement. Aucun remords, aucune conscience de ses actes. Juste une rage narcissique contre ceux qui osaient lui contrarier ses plans. Vous ne regrettez rien, constata Clara avec calme. Regrettez quoi? D'avoir protégé mon fils? D'avoir pris ce qui me revenait? D'avoir détruit des vies innocentes? Innocentes? Marguerite ricana. Tu crois que tu es innocente? Tu as abandonné ton mari, brisé notre famille? J'ai quitté un homme qui m'a enfermée pour vous faire plaisir. Il t'a mise à ta place. Et maintenant, tu veux te venger. Clara sentit une paix profonde l'envahir. Cette confrontation lui révélait quelque chose d'essentiel. Marguerite ne changerait jamais. Elle était incapable de remords, imperméable à la culpabilité. C'était un prédateur émotionnel qui recommencerait dès qu'elle en aurait l'occasion. Je ne veux pas me venger, Marguerite. Je veux protéger les autres femmes de vous. Les autres femmes? Marguerite éclata d'un rire hystérique. Tu te prends pour une justicière maintenant? Je me prends pour une citoyenne responsable. Clara sortit son téléphone et composa un numéro. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Thomas, paniqué. Maître Dubois? C'est Clara. Vous pouvez déposer la plainte. Les 24 heures sont écoulées. Marguerite devint livide. Tu n'oseras pas. Thomas, empêche-la. Mais Thomas regardait sa mère avec des yeux nouveaux. Il venait d'entendre ses vraies motivations, sa vraie nature. La femme fragile qu'il protégeait depuis des années n'existait pas. « Maman, » dit-il d'une voix brisée, « qu'est-ce que tu m'as fait ?» Clara raccrocha et se tourna vers eux une dernière fois. « Dans une semaine, je signerai les papiers de divorce. Marguerite, vous recevrez une convocation de la gendarmerie. Thomas, j'espère que tu trouveras enfin la force de vivre ta vie. » Elle referma la porte, laissant Thomas face à la réalité de sa mère et Marguerite face aux conséquences de ses actes. De l'autre côté de la porte, Clara entendit les éclats de voix, les reproches, l'effondrement d'une relation toxique qui avait duré trop longtemps. Pour la première fois depuis des mois, Clara souriait vraiment. La justice suivrait son cours, et elle était enfin libre de construire sa nouvelle vie. 18 mois plus tard, Clara observait le café des artistes transformé depuis la terrasse d'en face. La façade restaurée brillait sous le soleil lyonnais, les verrières art déco captaient la lumière dorée de fin d'après-midi, et une file d'attente se formait devant l'entrée. Le magazine Lyon Entreprise avait consacré un article entier au projet, saluant la renaissance spectaculaire d'un patrimoine historique grâce au talent visionnaire de l'architecte Clara Dubois. Son nom figurait désormais parmi les références de la région. « Tu admires ton œuvre ?» demanda Julien en la rejoignant. « Notre œuvre », corrigea-t-elle en souriant. Leur collaboration professionnelle s'était muée naturellement en complicité personnelle, puis en amour authentique. Rien à voir avec la passion dévorante de ses 20 ans, mais quelque chose de plus profond. Un respect mutuel, une admiration réciproque, une construction commune. Julien ne cherchait pas à la sauver ou à la compléter. Il l'aimait pour ce qu'elle était, une femme forte, talentueuse, indépendante. Leur projet s'harmonisait sans jamais s'annuler. « Le dernier client m'a demandé tes coordonnées, » dit Julien. « Il veut que tu rénoves son hôtel particulier dans le Vieux-Lyon. »« Encore un ? Je vais devoir embaucher une assistante. » Clara dirigeait maintenant son propre cabinet, Atelier Clara Dubois, installé dans un ancien entrepôt du 7e arrondissement qu'elle avait entièrement réaménagé. 3 employés travaillaient sous sa direction et les commandes affluaient. En rentrant chez elle, Clara trouva une lettre officielle dans sa boîte aux lettres. Le tribunal correctionnel de Lyon l'informait que l'affaire Marguerite Moreau était close. Condamnée à 2 ans de prison avec sursis
et au remboursement intégral des sommes perçues illégalement, soit plus de 115 000 €. Marguerite avait négocié un étalement sur 15 ans et vivait désormais dans un studio social à Villeurbanne. Son monde artificiel s'était écroulé, mais elle avait évité la prison ferme grâce à son âge et à sa situation financière désespérée. Le même courrier mentionnait que Thomas avait témoigné en faveur de la clémence de sa mère, tout en reconnaissant sa propre complicité passive. Il suivait une thérapie pour se libérer de l'emprise maternelle et avait repris ses études interrompues. Clara replia la lettre sans amertume. La justice avait suivi son cours. Chacun assumait les conséquences de ses choix. Elle avait tourné la page depuis longtemps. Son téléphone vibra. Un message de Thomas. « Clara, je sais que tu ne me répondras pas, mais je voulais te dire merci. Tu m'as ouvert les yeux. J'ai rencontré quelqu'un. Une femme formidable. Cette fois, maman ne détruira rien. J'ai appris à dire non. Thomas. » Clara sourit et effaça le message sans répondre. Thomas avait trouvé la force de se libérer. C'était déjà beaucoup. Le soir même, Julien et elle dînaient dans un petit restaurant de la Croix-Rousse quand il posa une question qui la surprit. « Tu ne regrettes jamais ta vie d'avant ? Avec Thomas ? Jamais. Cette femme soumise que j'étais, ce n'était pas moi. Et si Thomas te demandait de revenir aujourd'hui ?» Clara le regarda, intriguée par cette question soudaine. « Il pourrait me supplier à genoux, Julien. J'ai appris quelque chose d'essentiel. L'amour véritable ne diminue jamais une personne. Il la révèle. Thomas m'a diminué pendant des années. Toi, tu me révèles chaque jour. » Julien sourit et glissa sa main vers la sienne. C'est exactement ce que j'espérais entendre. 3 mois plus tard, ils emménageaient ensemble dans un loft que Clara avait conçu et que Julien avait rénové de ses mains. Chacun gardait son indépendance professionnelle tout en construisant une vie commune équilibrée. Clara avait trouvé ce qu'elle cherchait sans le savoir. Un partenaire, pas un maître. Un homme qui l'admirait au lieu de la critiquer, qui la soutenait au lieu de l'entraver, qui l'aimait pour sa force, au lieu de vouloir la briser. Par une ironie du sort, elle croisa Marguerite 6 mois plus tard dans un supermarché de Lyon. La femme qui l'avait terrorisée lui parut soudain fragile, vieillie, diminuée. Marguerite la reconnut et détourna rapidement le regard, comme honteuse. Clara ressentit une émotion inattendue, la pitié. Cette femme avait gâché sa propre vie et celle de son fils par orgueil et amertume. Elle avait tout perdu en voulant tout contrôler. « Madame Moreau », dit Clara en s'approchant. Marguerite se figea, s'attendant probablement à des reproches. « J'espère que vous allez bien ?» Les yeux de Marguerite se remplirent de larmes. Pour la première fois, Clara voyait en elle une femme brisée plutôt qu'un prédateur. « Je regrette, Clara. Pour tout. Je sais. Prenez soin de vous. » Clara s'éloigna sans se retourner. Elle avait pardonné, non par faiblesse, mais par force. Le pardon était le dernier acte de sa libération. En sortant du magasin, elle pensa à toutes les femmes qui vivaient peut-être encore ce qu'elle avait vécu. L'humiliation quotidienne, la perte d'estime de soi, l'isolement progressif. Elle se promit de rester vigilante, de témoigner quand nécessaire, de tendre la main à celles qui en auraient besoin. Clara avait appris que la vraie force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité à transformer sa douleur en sagesse, ses blessures en force, sa colère en justice. Elle était enfin devenue la femme qu'elle était destinée à être, libre, aimée, respectée et déterminée à aider d'autres à le devenir également.